Ensuite, c'est l'un des seuls points, personnellement, que je mets à l'actif de M. Bouteflika. Ce n'est pas l'un, c'est le seul point. On peut pas être d'accord avec le bureau de M. Bouteflika, je suis exprimé publiquement, c'est un secret pour personne. Néanmoins, au niveau de l'armée, il a favorisé un rajeunissement et une professionnalisation. Et quand je dis ça, je sais parfois des gens réagissent, je ne focalise pas sur le chef d'état-major qui est en fonction, ou certainement deux peut-être chefs de légion qui sont plus ou moins âgés. Non. Dans la totalité, la chaîne de commandement de l'armée algérienne actuellement est formée de gens qui ont entre 45 et 60 ans. C'est des gens issus des écoles de cadets de la Révolution. Et vous connaissez le directeur du Centre culturel de Paris, Boutsoul, il a été un élève de l'école des cadets de la Révolution. C'est véritablement une franc-maçonnerie au niveau de l'armée. C'est des gens qui ont un bon potentiel intellectuel, qui ont une expérience professionnelle certaine et qui ont de la conviction patriotique et ils sont très solidaires. Par exemple, au niveau du cadets de la Révolution, les problèmes de clivage religieux ne jouent pas du tout. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est de Mascara ou de Tlemcen et l'autre de Aïnaba, et ils s'entendent parfaitement. Et c'est véritablement quelque chose d'homogène, plus des officiers issus des universités, parce que Von Bien, dans les années 70, avait pris la mesure d'ouvrir l'armée algérienne à des universitaires. C'est comme ça que je suis personnellement engagé en armée. Donc, les diplômés universitaires pouvaient rentrer directement avec un grade de chef au sein de l'armée. Ce sont des gens de ma génération qui sont arrivés maintenant à exercer des postes de responsabilité supérieure au niveau de l'armée et qui donc en plus, je voulais ajouter expérience potentielle intellectuelle, expérience professionnelle, conviction démocratique, patriotique, et qui, en règle générale, ne traînent pas de casserole. Ça c'est important, parce qu'il y a eu des chefs militaires qui traînaient des casseroles. Donc, cela m'amène, ce n'est pour les services d'entraînement, ce n'est pas le cas. Il n'y a eu aucun travail de réforme. Je ne veux pas dire que toute la corporation, comment dire, n'est pas simple, mais il y a eu en tous les cas, au niveau de ce travail de réforme, de rajeunissement, de professionnalisation, n'a pas eu lieu. Bon, mais néanmoins, il y a beaucoup d'insuffisance. Par exemple, au niveau de l'armée, il n'y a pas de doctrine de défense. Il n'a jamais eu de doctrine de défense depuis l'indépendance. Mais à partir du moment où l'armée algérienne adhère au dialogue méditerranéen, aspire à jouer un rôle régional de puissance régionale, il faut absolument qu'il y ait une doctrine de défense. Cela n'existe pas. Pour une doctrine de défense à la fois pour éclaircir les rapports avec la société et pour éclaircir le positionnement intellectuel, le positionnement institutionnel, pardon, et également pour évaluer la menace. Autrefois, nous construisons un potentiel de défense. Un potentiel de défense se construit contre une unité qui est évaluée de manière scientifique. Cela ne s'est pas fait. Ce n'est pas fait encore en Algérie. Donc, nous pouvons dire que ce travail de modernisation n'a pas mené à terme. Ensuite, la deuxième critique qu'on peut reporter, c'est que, à mon avis, cela s'est fait surtout par souci de conserver le pouvoir chez le général, que par souci véritablement de se doter d'une armée moderne. Cela nous conduit à envisager la situation du cas de figure où l'armée aurait à intervenir. J'ai un peu évoqué les conditions dans lesquelles l'armée est intervenue pour l'interruption de force électorale. Et je dois dire, je l'ai écrit dans la communication, je l'ai évoqué dans la communication. Ce qu'il faut souligner, c'est que les chefs militaires en 1991 étaient totalement démunis de critères politiques. Donc, il n'avait brillé parce qu'il n'y a absolument aucun rapport entre le commandement de l'armée et la société politique. Et il n'y avait pas de possibilité. Mais c'était vraiment une formation technique, militaire qui leur était donnée, sans aucune possibilité d'accéder à la discussion ou à la compréhension de phénomènes de caractère stratégique sur le plan politique, sur le plan idéologique et diplomatique. Donc, par la suite, l'armée, du
de ce rajeunissement, de cette professionnalisation, s'est trouvé éloigné de la chaîne, plutôt de la sphère politique. D'ailleurs, même sur le plan protocolaire, auparavant, par exemple, le chef d'élection avait un rôle central au niveau des wilayats sur lesquels il avait compétence. Or, maintenant, même ceux qui suivent, par exemple, les déplacements de M. Bouteflika et ses activités, constateront que sur le plan protocolaire, le chef d'élection, vraiment, est pratiquement derrière le web, derrière le préfet. Il y a une volonté de contourner l'armée dans des missions exclusivement techniques. Maintenant, quel est le cas de figure où il y a une évolution de la situation en Algérie? Parce que moi, de toute façon, je me suis exprimé sur la question et j'ai dit je ne crois pas à l'exception algérienne. J'en suis au même niveau de certitude. Il y a un tableau, un état des lieux qui est semblable exactement à tous les pays arabes touchés par le printemps arabe. Il n'y a qu'à voir les rapports annuels du PNUD. Seule chose, c'est qu'en Algérie, il y a des liquidités financières très importantes. Il y a une complaisance des puissances occidentales vis-à-vis de la situation par intérêt sécuritaire, parce qu'il y a une coopération sécuritaire, ou par intérêt mercantile, parce qu'il y a des affaires à faire. En tous les cas, voici le tableau. Et moi, je suis persuadé qu'il existe, le syndicalisme l'ont évoqué tout à l'heure, il y a un climat potentiel d'explosion en Algérie. Il y a des contestations qui se font chaque jour, au niveau des villes, des villages, pour les motifs les plus futiles. Dès qu'il y a une contestation, dès qu'il y a un motif de contestation, on met des pneus dans la rue, on les brûle, ou il y a des tentatives d'immolation. Pour mémoire, actuellement, on en est à 40 immolations et tentatives d'immolation en Algérie. Donc, si, moi je pense qu'il y a le climat potentiel pour une explosion sociale. Simplement, il n'y a pas encore le phénomène catalyseur, et ce qui est plus grave, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. J'ai parlé tout à l'heure de division des élites. Je dois également souligner qu'il y a des sociétés politiques, des sociétés civiles. Si on prend le cas de la Tunisie, par exemple, l'UGTT, qui était tout en proche du pouvoir, au niveau subalterne, a joué un rôle très important pour l'encadrement des manifestants, dans le bon sens. En Algérie, je vous dis aujourd'hui qu'il y a une manifestation demain du GTA, de l'élection musicale, ça n'a pas des demain, et malheureusement, il n'y a pas de structure locale subalterne capable d'encadrer la population. S'il y a donc ce cas de figure, moi je pense personnellement, d'après mon évaluation, que la police n'est pas en mesure de contenir la manifestation pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a le nombre, ensuite, évidemment, la manifestation a une ampleur importante. Ensuite, le deuxième point, c'est que la constitution interne de la police, sociologique de la police, les policiers, ce sont des citoyens qui sont. C'est des gens qui partagent les mêmes difficultés, etc. Il y a eu une revalorisation des salaires, mais de manière globale, les policiers vivent exactement les conditions de privation de la société. Ils sont proches de la société. Donc, par un phénomène purement psychologique, s'il y a demain des manifestations, il y a de fortes raisons qu'ils rejoignent la population. Et s'ils rejoignent la population, je sais que c'est clair que l'armée sera réquise. Moi, je pense que la réaction de l'armée algérienne, pour des raisons encore plus importantes que la Tunisie et l'Égypte, consistera à refuser de tirer sur la route. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure le niveau intellectuel, le potentiel professionnel de cette nouvelle génération de chefs militaires. Bon, ils ont retenu les leçons de tout ce qui s'est passé. Premièrement, j'ai dit ils sont proches des attentes de la population. Parce que l'extraction des officiers de l'armée reste les couches pauvres et les couches moyennes. Donc ceux qui ont rejoint donc, et qui accèdent au poste de commandement. Le deuxième point, c'est qu'ils savent que maintenant, les militaires qui interviennent contre ces populations finissent à la Cour pénale internationale. Je pense qu'ils ne voudront pas. Ensuite, je pense qu'ils sont partisans d'un mode de gouvernance, je dirais, sinon démocratique, du moins rationnel. Et il y a une très forte exaspération contre les affaires de grande corruption qui ont touché le pays depuis l'arrivée de ce pas au pouvoir. Ce contexte, donc,
laisse supposer qu'il y a des conditions favorables à une évolution du système en Algérie. La seule crainte, donc l'armée n'est pas, comment dire, n'a pas pour vocation d'encadrer politiquement les manifestants. Il n'y a pas, je ne vois pas actuellement d'interface pour jouer ce rôle-là. Actuellement, je ne vois pas d'interface. Bon, on a évoqué les islamistes. Je fais un distinguo. Moi, je fais le partage pour les islamistes entre deux catégories. Il y a des islamistes normalisés. Les partis agréés sont détestés par la population. Bon, même, je pense que le score élevé dans la dernière fois n'est pas le bon score. Mais néanmoins, la population considère que le MSP, c'est un parti fataliste qui est venu faire des affaires, pas faire de la politique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des salafistes, ce que l'on appelle salafistes, qui sont ancrés dans la société, qui ont des rapports de convivialité avec la société, qui refusent actuellement la confrontation avec les pouvoirs publics, ce n'est pas leur problème, mais qui attendent de payer comme un fumure. Et je crois que, je voulais ajouter également un point, c'est que les nouveaux chefs militaires ont compris, ils sont capables de comprendre l'évolution des relations internationales et ils ont compris qu'au XXIe siècle, ce n'est pas possible d'éradiquer une partie de la population. Ce n'est pas parce que les citoyens décident de voter islamiste qu'il faut l'éradiquer. Il faut tenir compte de cet éradiquer et travailler avec. Le seul, comment dire, la seule ligne rouge, c'est le problème des fondamentaux constitutionnels. Donc c'est pour ça que je crois que cette nouvelle chaîne de commandement dans l'armée dont j'ai évoqué ne serait pas contre l'arrivée des islamistes au pouvoir par la voie des urnes, à condition qu'ils s'en tiennent aux fondamentaux constitutionnels et de référence. Voilà un peu ce que je voulais exposer comme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Désolé d'être en retard, je faisais passer des grands taureaux de son trou. Et j'ai l'impression que c'est le mien maintenant. Alors je voudrais tout d'abord remercier son monde arabe d'avoir organisé ce colloque. À leur tête, la présidente Lisa Afouni, Ina Kalajo aussi qui est là, et le reste de l'équipe qui est un peu partout éparpillée dans la salle. L'État. Et donc, moi j'ai entendu avec passion ce que disait M. Cheikh Ousmane, mais j'ai l'impression que, est-ce que vous parlez du pouvoir réel ou du pouvoir apparent? Parce que là, vous donnez la description, c'est le pouvoir apparent. Et on sait bien qu'en Algérie, aucune décision, minime soit-il, n'est prise dans les institutions. Même les jugements rendus par les simples juges sont prises dans des cafés ou ailleurs. Donc, alors les décisions qui impliquent l'État ne sont jamais prises dans les institutions de l'État, parce que l'Algérie ne fonctionne pas institutionnellement. Elle est dirigée par un cabinet noir, tout le monde le sait, les gens qui détiennent le véritable pouvoir. Donc, est-ce que la question maintenant, est-ce que les militaires, ceux qui détiennent le pouvoir en Algérie, le pouvoir réel, et que je dis le pouvoir réel, qui sont encore au pouvoir, je rappelle aux gens qu'il y a plus de 7 ministres actuels dans le gouvernement actuel qui sont du MALC, de la sécurité militaire, avant la sécurité militaire, d'Ahmed Khabria, etc. et la clique. Donc, c'est les mêmes qui dirigent. Est-ce qu'ils acceptent maintenant ce pouvoir militaire? Est-ce qu'ils acceptent de se retirer totalement de la vie politique et instaurer un État totalement civil? Première question. Deuxième question, est-ce que ces militaires, cette génération de militaires dont vous avez évoqué, une jeunesse, etc., qui ne partagent pas la même vision de ces militaires très âgés, est-ce qu'ils sont dans cette logique? Est-ce qu'ils acceptent de se retirer totalement de la vie politique? Parce que c'est la question qui se pose. Voilà, merci. Qui est l'ancien officier de l'armée nationale populaire. Moi, je suis sidérée parce que vous concluez sur des instances militaires actuelles, jeunes,
diplômés, qui ne partagent pas effectivement l'opinion de leurs prédécesseurs, mais qui sont prêtes à accepter quand même le passage des islamistes par les urnes. Voilà, vous vous préparez un petit peu à ça, ce que vous êtes en train de me dire. Et en même temps, une incitation un petit peu aussi à aller un petit peu dans les rues, à aller manifester, sachant que le pouvoir actuel ne sera pas en état d'endiguer un petit peu ce qui va se passer, que les policiers ne sont pas en mesure de contrecarrer un petit peu cette action, et que les militaires ne sont pas prêts à tirer sur le peuple. Donc j'ai un peu un double discours, enfin des choses que je ne comprends pas un petit peu dans votre allocution. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est la position aussi de l'armée pendant toute cette histoire glorieuse dont vous avez fait un petit peu l'historique avec beaucoup de détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le rôle de l'armée, et notamment des intellectuels, mais vous, qui avez choisi volontairement d'aller dans cette armée-là, quel est votre rôle et puis vos positions actuelles en tant qu'opposant. Donc on comprend pas trop. Pour revenir à la dernière allocution, où vous dites qu'effectivement, c'est que faut que ce soit des jeunes un petit peu qui prennent le pouvoir. Moi, je fais un petit pont entre l'allocution précédente, où on revient beaucoup sur la démission des élites. Alors, les élites qui ne démissionnent pas, c'est plutôt l'armée qui ne les autorise pas, et le reste, d'un pouvoir de la chape de plomb, dans laquelle on a vécu, des mouvements associatifs, des mouvements militantisme qui n'ont pas pu évoluer, qui n'ont pas pu exister. Les gens sont partis. Les gens qui ont mon âge sont partis parce que justement des gens comme vous, des gens effectivement ne les ont pas autorisés à exercer leur citoyenneté de la manière dont ils l'auraient souhaité. Et parce que justement, dans ce pays où les inégalités sociales sont majeures et encore majeures, où les jeunes n'ont pas accès au travail, où les jeunes n'ont pas accès à une scolarité satisfaisante, aux richesses de ce pays, qui sont toujours détournés. Et puis l'exemple de la Tunisie, du reste, effectivement, leur donne à réfléchir parce qu'ils se sont rendus compte que les comptes étaient bloqués ailleurs. C'est pour ça. Donc, moi, ce que je dis aussi, c'est que l'élite est là, a toujours été là, et qu'elle n'a pas démissionné, mais qu'elle a été obligée de s'exiler, peut-être, donc elle a été obligée de partir dans un renoncement, parce que justement, les choses, quand j'entends ce que vous dites là sur les islamistes qui vont passer, sur l'armée qui est prête à les accepter, j'en suis, voilà, je suis un peu sidérée. Voilà, merci. Et la justice aussi, un pays où il n'existe pas de justice aussi, c'est ça dont je vais parler. Voilà. La justice, l'enseignement, la santé, je suis médecin, j'en parle, l'enseignement, la préparation des islamistes dans les écoles, très tôt. Et puis, la justice, un pays où il n'y a pas de justice, un pays où on ne se sent pas en sécurité. Voilà. D'abord répondre à mon ami. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont nourris sur l'institution militaire. D'abord, j'ai essayé de faire un développement didactique pour montrer qu'il y a une évolution. Auparavant, il y avait une homogénéité au sein de l'armée entre services de renseignement et armée qui existait en concave, qui prenait effectivement des décisions. J'ai dit que depuis 1994, c'est-à-dire l'arrivée de M. Sapa au pouvoir, la situation a changé. Moi, je dis ce qui existe, je ne donne pas mes attentes psychologiques. Ce qui existe, c'est cela. Je dis que depuis que ce coup d'État a réaménagé la chaîne de commandement de l'armée, depuis notamment le départ du général Amari, qui était chef d'état-major de l'ANT, M. Bouteflika exerce le commandement le plus total sur l'armée. Je le dis, je l'assume, je sais de quoi je parle. Vous vous rappelez qu'il en a parlé dans Wikileaks quand il a reçu le commandant de l'Africom. Il avait vécu le chef d'état-major et d'autres officiers, et il a dit la situation a changé en Algérie. L'armée, je dis l'armée, je distingue les services de renseignement, chose trop faire. L'armée accepte les règles du jeu et elle obéit au pouvoir institutionnel, et que ceux qui veulent jouer un rôle politique doivent quitter l'armée mais il avait ajouté un commentaire sous le ton de l'humour, mais les militaires apparemment ont compris que c'est difficile, personne n'a essayé de faire, s'engager dans la vie politique. Et c'est
un point. Le deuxième point, j'en discutais justement tout à l'heure avec je vous assure, indépendamment, qu'il y a une surévaluation de la puissance du TRF. Parfois, moi-même, je m'étonne, je me perds, je dis, est-ce que ces commentaires sont faits? Il y a, en Algérie, je distingue deux sociétés, la société virtuelle et la société réelle. Depuis sur mes écrits, comprendront que j'ai toujours développé cette idée. La société virtuelle, c'est des appareils administratifs, institutions nationales et populations qui la peuvent, est responsable. La société réelle, c'est le reste de la société, c'est la vraie société qui s'organise effectivement par elle-même, qui parfois n'a même pas besoin de l'État. Je cite par exemple le cas du courrier postal. Comme la Poste, surtout quand il s'agit de courrier, comme la Poste n'est plus capable, en mesure de faire parvenir les gens, recours au car privé. Le car privé est incarné et on lui remet le prix ou le carton qui le remet à l'arrivée, dans la ville d'arrivée, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y a une société qui s'organise totalement en dehors de l'État. L'État est défaillant, c'est certain. Qu'il y ait maintenant un émiettement, je crois qu'il y a, vous avez parlé de pouvoir, il y a un émiettement du pouvoir. Chaque poste de pouvoir a une partie du pouvoir. Le TRS a une partie du pouvoir, mais il n'a pas tout le pouvoir. Le Premier ministre a une partie du pouvoir, mais il n'exerce aucun contrôle sur le ministre de l'Énergie, de l'Intérieur ou des Affaires étrangères. Et ainsi de suite. La situation s'est aggravée. Moi, je n'ai pas, par conduite morale, je refuse toujours d'évoquer l'état de santé de M. Bouteflika. Ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est l'effet qui en résulte sur le fonctionnement de l'État. Il est clair que depuis 2007, la présidence de la République ne fonctionne plus comme centre de coordination. Mais le président de la République exerce son contrôle sur l'armée. Est-ce qu'il y a de temps à autre des conflits avec les services d'enseignement? Moi j'ai évoqué, je ne sais pas si je l'ai évoqué tout à l'heure ou au cours de discussion, à mon avis, la lecture que je fais personnellement du résultat des élections du 10 mai, bien que pour moi c'est un non-événement, c'est une forme de gestion administrative de la vie politique. Et il est vrai que tous les responsables algériens n'ont pas atteint la maturité nécessaire pour comprendre que la dynamique politique, c'est quelque chose de naturel. Dès qu'on contrôle administrativement, il n'y a plus de vie politique. Mais, à mon avis, l'interprétation que je fais des résultats des élections, c'est qu'il y a deux tendances. Il y a une tendance qui, à mon avis, est celle de M. Bouteflika. M. Bouteflika veut avoir un parti islamiste qui arrive au pouvoir par des élections, de manière à lui permettre de partir avec des garanties. Pour M. Bouteflika, la garantie, c'est un parti islamiste qui arrive pour 10 ans au pouvoir avec l'appui des Occidentaux. C'est ça qui le gagne. À mon avis. Le deuxième, mais il n'a pas le. Bon, alors j'ajoute que le parti islamiste dont il est, ce n'est sûrement pas le MSP. J'ai dit tout à l'heure que pour les Algériens, le MSP c'est un parti de bazaristes. Est-ce qu'il a le temps de construire un parti comme un Nahda en Tunisie ou l'AKP en Turquie? Sûrement pas. Il n'a ni le temps ni les moyens. Alors je me dis, peut-être qu'il a choisi la voie facile d'islamiser le FLN, ça lui permet de gagner du temps. C'est un peu aventureux, mais c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, je vois, puisque M. Belkhadir lui-même est contesté au sein du FLN, malgré le score remporté administrativement par le FLN, je pense qu'il y a une deuxième tendance qui, contre vents et marées, veut imposer l'idée d'un front nationaliste. En disant que nous ne tenons pas compte de ce qui s'est passé à travers le monde, nous considérons que le projet nationaliste est toujours vivant, d'actualité, et nous allons l'imposer. Nous n'avons même pas besoin des islamistes, nous allons les rayer de la carte. C'est un peu le modèle Bachar al-Assad sans la violence. Mais il n'y a pas d'homogénéité. Le drame de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité. S'il y avait des laboratoires, et je mets un point d'exclamation, les gens fantasment sur ce plan-là, je vous assure qu'ils fantasment. Une fois, j'ai rencontré chez le défunt Cheikh Qassim, qui était un membre éminent du Conseil de la République de Burundi, M. Mohamdi, qui était ministre intérieur du temps de M. Hamoud. Il parlait devant moi de laboratoire d'idées qui font, qui défendent, etc. Soit il me prend pour un imbécile, soit lui-même c'est un imbécile.
Ces laboratoires n'existent pas, il n'y a pas de laboratoire. Je vous dis, c'est pas, parce que la compétence n'existe pas, la capacité de mettre, c'est pas la volonté qui manque. Donc, je vais pas manquer pour vous expliquer. Maintenant, pour ce qui concerne l'état d'esprit des militaires. Pardon, madame, je réponds à votre question, madame. Je réponds à votre question. L'état d'esprit des militaires. Les militaires ont vécu la décision. Ils ont vu où mettre la solution de l'éradication, pure et simple, sans projet politique alternatif. Ils ne sont plus intéressés par cette solution. S'ils sont ouverts à l'arrivée éventuelle des islamistes, ça ne veut pas dire qu'ils veulent que les islamistes viennent installer un État théocratique, puisque j'ai dit les référents, c'est la Constitution. Mais vous n'allez pas, madame. Ça y est, on a fait passer pendant 10 ans l'éradication, ça n'a rien donné. Il faut passer à autre chose. Les questions s'adressaient à moi aussi, donc c'est lui qui est le c'est vous répondre. D'accord, donc je résume la première intervention en 2 points essentiels. Y a-t-il un pouvoir et que faire? Dans la deuxième question, c'était la question de savoir s'il vous plaît. إذا عرفتونا باش نتكلموا خلونا تسمعونا وإذا حبيتونا ما نتكلموش معليش نتكلموا معاكم كاع في مرة. Donc la deuxième question, le deuxième intervenant, c'était est-ce que le pouvoir réel, comme il l'a défini, et les jeunes militaires sont prêts à accepter le changement, si on veut dire. Et la troisième intervenant, madame, donc, a posé la question des élites en disant donc que l'élite n'a pas démissionné. Ça. Donc je vais essayer de prendre ces 3 points pour répondre à cette question. La première question, lorsqu'on parle de pouvoir, il vaut mieux parler de quelle est la nature du pouvoir plutôt que de dire est-ce qu'il y a un pouvoir ou pas. Or, une façon de bien comprendre ce qui se passe dans un pays, je crois que c'est de prendre la nature du pouvoir et le mode de production et de redistribution de la richesse. Lorsque vous avez défini ces 2 éléments, ça vous permet d'avoir une idée très claire de ce que c'est le pouvoir. Le pouvoir en Algérie, j'avais dit dans mon intervention, il est autoritariste, il est patrimonialiste et populiste. Un pouvoir autoritariste, c'est un pouvoir qui n'accepte pas de contre-pouvoir, qui n'accepte même pas de neutralité. Il vous dit, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Un pouvoir patrimonialiste est un pouvoir où il y a un chef entouré de cercles de courtisans qui font la compétition pour plaire au chef afin de bénéficier de ses gratifications et qui considèrent la société dans son ensemble comme une société arriérée, non apte à la question politique. Et donc, lorsque vous avez dans ce pouvoir ces 2 caractéristiques, on parle d'un pouvoir corrompu, au sens pas de la corruption de la monnaie, au sens de la corruption du pouvoir. Ça veut dire que c'est un pouvoir émietté où vous avez différents pôles de pouvoir qui ne se reconnaissent pas entre eux, pardon, et ils considèrent, ou chacun considère que c'est lui le pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Lorsqu'on regarde le mode de production et de redistribution de la richesse, on voit que l'essentiel vient de la rente et de la prédation autour de l'utilisation des recettes de la rente, ce qui mène à la corruption de l'argent. Et lorsque dans un système vous avez et la corruption du pouvoir et la corruption de l'argent, vous avez la corruption généralisée de l'ensemble des institutions. Ça, c'est faut bien garder à l'esprit. Donc, que faire?
c'est de changer la nature du système tout entier. Il y a plus, j'avais dit, il faut bien interroger l'idée qu'il n'est plus possible de réformer. C'est trop tard pour réformer. Le temps de réforme est totalement passé. C'est le changement de la nature du pouvoir. Changement de la nature du pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever ce système pour mettre en place un système démocratique qui repose essentiellement sur la séparation du pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est l'essentiel. Ensuite, quand on vient au programme de cette affaire, ça c'est une affaire qui peut se présenter par la suite. Ensuite, maintenant quand on parle d'élite, une élite, ça a une définition assez précise. Une élite, c'est quoi? C'est un groupe de gens dans la société. Ça, c'est le premier élément. Qui sont puissants et qui ont beaucoup d'influence et qui possèdent savoir et ou richesse. Alors, lorsqu'on parle d'élite, nous ne parlons pas de groupe de gens et non, nous parlons pardon, de groupe de gens et non d'individus dispersés. La situation aujourd'hui, c'est que nous avons des individus dispersés. Ça ne veut pas dire que la société, que l'élite n'a pas démissionné ou a démissionné, ça veut dire qu'elle n'a pas créé les conditions pour qu'elle puisse agir. Donc, nous parlons d'élite, nous parlons de groupe de gens et non d'individus dispersés. Nous parlons de société et non de désert, là également. Tout travail à faire pour avoir une société qui soit à l'écoute et en réaction avec les élites. Nous parlons de puissance et d'influence et non pas de gens marginalisés. Nous parlons de richesse et ou de savoir et non d'individus dispersés qui ne disposent ni de moyens matériels ni de moyens intellectuels. Donc il est tout à fait naturel que même si l'élite ne démissionne pas, il n'a pas créé la feuille de route nécessaire pour agir. Et c'est là le problème. Question, monsieur l'ancien Premier ministre, monsieur Benguetour. Donc là, vous nous parlez d'un changement radical. Et tout à l'heure, vous avez fait allusion à une alliance stratégique pour le changement. Et la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part d'une société algérienne, notamment de syndrome iranien, où il y a eu dans les années 78-80 une alliance stratégique autour de Khomeini, et on a vu par la suite qu'est-ce qui s'est passé, notamment les communistes qui ont soutenu Khomeini, qui sont emprisonnés par la suite. Vous avez également parlé de déclic et de l'utilisation des moyens de l'informatique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une conscience au niveau de la population par rapport aux méfaits néfastes de l'Internet en termes de sécurité? Ça veut dire aujourd'hui, on dit que Facebook, YouTube, ils sont vraiment centralisés et gérés à distance aux États-Unis. Et vous avez également parlé, enfin, apporté de terminologie politique, populiste et politique de pouvoir. Je n'ai pas vraiment compris les finalités de ces deux termes. Une autre question pour le monsieur Chafer Mesbah. Vous avez fait tout à l'heure un historique de l'armée nationale populaire. Vous avez souligné que Bouteflika maintient l'ANP mais non le DRS. Moi, la question que je vous pose, à vrai dire, c'est comment vous expliquez la coïncidence qui fait qu'en 90, il y a pratiquement 90% du collège des militaires qui sont issus de la DAF, déserteurs de l'armée française. Donc je pense notamment à Berkhir, Nazar, Lamari, etc. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle de Blossif, général Blossif, notamment par rapport au projet qui a été mené sur la couverture aérienne entre 87 et 89, je ne me rappelle pas du tout des dates exactes. Et également, il y a une idée répandue aujourd'hui par rapport à l'armée nationale qui est devenue d'une armée disciplinée à une armée de soumission. Donc voilà, donc je me pose ces petites questions. J'aimerais bien avoir des réponses. Je vous remercie par avance. Une question ici. Ah ben. En fait, je ne voulais pas intervenir, mais quand j'entends parler de l'armée, je vous pose une petite question simple et directe, monsieur Mesbah, comment vous appelez, je ne le connais pas très bien.
pendant le mandat de Bouteflika en 2001, qu'il y a eu 125 morts en Kabylie, à Tizi Ouzou précisément. Alors comment vous l'expliquez, qui a donné les ordres et qu'en est-il advenu des résultats de la commission de M. Issad? D'ailleurs, c'était Bouteflika qui a dit à la télévision algérienne: je vous donne carte blanche, mais quand il y a eu le résultat, il les a ignorés. J'aimerais bien voir. Je vous passe le printemps berbère de 80. Là, c'est Chadi qui a envoyé des convois de Skidida, convois militaires. Moi, je voulais faire d'abord une première remarque sur les survols historiques, là, qui sont très intéressants, parce que c'est clair, et qui sont d'autant plus intéressants que d'habitude, les politistes et politologues considèrent que le retour à 62, c'est le retour au Moyen-Âge. Mais il manque un épisode très important, qui mérite d'être rappelé pour essayer de voir plus clair. Moi, je veux que la Boumedienne, évidemment, n'est pas comparable aux décideurs de 92, mais c'est quand même lui qui a inauguré vraiment la rébellion contre le pouvoir politique civil. Et c'est au moment de l'affaire du commandant Moussa. Il y a très peu enfin, c'est mentionné très furtivement par même les historiens objectifs. Alors l'affaire Moussa ne s'est terminée qu'en février 62. Elle a commencé par une note de service, un ordre du jour, comme on disait à l'époque de Bakhata, dès qu'il est devenu président du GPRA, où il a mis fin aux prérogatives du GPRA. Les wilayas dépendants de la présidence du Conseil, et il voulait revenir au COM de 58. Et il a envoyé Moussa pour reconstituer le COM de Oujda. Et ça, on a eu... Le Qaïd Ahmed et Boumedienne ne savaient pas que leur communication était interceptée par le SDEC à l'époque. On a une minute de l'entretien et les incivilités en arabe et en français de Boumedienne concernant Bakhata. Il a dit « L'anatlah Ali » quand il est venu pour lui demander des comptes à Barkhane. Donc, je suppose que les sous-officiers de l'époque qui sont devenus généraux après, cet épisode leur a donné des idées quand ils ont grandi. Il faut remonter jusque-là. Ceci dit, Boumedienne est beaucoup plus respectable que les prétendus décideurs de 92. L'autre point, moi, dès que je suis revenu dans cet amphi-là, que je connaissais comme élève ici, j'ai un souvenir là, dont je n'arrive pas à me débarrasser. C'est un rapport remis par une équipe de Sciences Po qui a séjourné 2 ou 3 mois en Algérie l'été 91, qui était dirigé par le regretté René Levaux. C'est un homme tout à fait respectable. Il a remis un rapport, je l'ai eu entre les mains par des moyens détournés. Et la conclusion, c'est que l'armée algérienne est républicaine, est loyaliste, et elle n'interviendra plus jamais en politique. Alors, je comprends que ce rapport n'ait jamais été publié par la suite, puisque ça a été démenti par le 11 janvier. Le 11 janvier, M. Terrail a appelé coup d'État, contrairement aux euphémismes de M. Chafer Mesbah. Donc, ça pose le problème du déficit de la recherche française, je ne parle pas du déficit de la recherche algérienne, qui ne sont pas dus à des incompétences, à mon avis, puisqu'on a un laboratoire d'idées qui s'appelle l'INESC, qui jusqu'à maintenant veut défendre un monopole. Il s'est opposé à la création de tout autre centre qui puisse lui faire concurrence. L'INESC est en mode clinique. C'est même pas la peine d'en parler. D'accord. Mais moi je parle d'un pays comme la France, qui a les RMC au Maroc, en Tunisie, etc. Il n'y a absolument rien en Algérie. La recherche sur l'Algérie universitaire est vraiment sinistrée. Parce qu'il y a le monopole des institutions para-universitaires. Le centre d'analyse et de prévision, les FRI, etc. Et donc c'est un vrai problème depuis le temps que la deuxième crise algérienne dure. Je comprends qu'après la chute du mur de Berlin, tous les budgets de recherche du CNRS étaient affectés à la recherche sur les pays de l'Est. On s'est aperçu que ça n'a servi à rien. Mais maintenant, est-ce qu'il y a
des velléités de remédier à ce déficit de la recherche sur l'Algérie, puisque là, on part avec très peu de certitude. Parce que ici même, sur les bancs de cet amphi, on m'a enseigné qui gouverne, de Dahl, qui est un classique de la science politique, qui gouverne en Algérie. On va sortir sans avoir une réponse claire à cette question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous allons sortir sans réponse à cette question parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse convaincante à la question. Nous n'avons pas été évoqué tout à l'heure. Je crois que M. Victor également. Il y a un émiettement du pouvoir. C'est une chronique qui frappe le système. Il y a un émiettement du pouvoir. Il n'y a plus de centre de pouvoir stratégique. C'est pour ça que je rigole quand on parle de laboratoire. Je connais malheureusement le système intérieur. J'aurais été heureux qu'il y ait un laboratoire. Quel que soit, il n'y a pas de laboratoire. Je signe et persiste. On gouverne à vue d'œil. C'est pour ça que c'est dramatique. Vous devez répondre d'abord dans la proportion qui a été donnée les officiers issus de l'armée française dans les camps militaires, c'est faux. Au total, il y a à peu près une dizaine, si on compte les 100 officiers généraux, il y avait peut-être une dizaine. Actuellement, il n'en reste plus aucun. Le seul qui reste, c'est le général Ahmed Soudi, qui est l'article de la mort, mais qui est effectivement en position d'activité. Le problème, en toute honnêteté, moi, comment dire, j'ai été cultivé dans le respect des officiers de l'ARN plutôt que des officiers de l'armée française. Je le dis de la manière la plus ouverte. Mais cette distinction est dépassée actuellement. Cette distinction. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la distinction, plutôt le conflit de génération, est largement dépassé au niveau de l'armée. C'est vrai qu'il y a le chef d'état-major qui est relativement âgé, mais ça ne nuit pas. Le conflit de génération est dépassé. Et également, le conflit entre officiers de l'ARN et officiers de l'armée française est dépassé. Ces gens-là, pratiquement, ont quitté déjà le pouvoir. Et ce que j'ai insisté tout à l'heure, je pensais que vous feriez j'ai insisté sur le fait que les officiers issus des écoles, des cadets de la Révolution, sont marqués par d'autres clivages. J'ai même utilisé le terme de loge maçonnique. Vous avez des gens qui sont issus de différentes régions, mais ils sont solidaires entre eux. Il y a une solidarité qui existe entre eux et qui est indéfectible. Donc, il faut raisonner en contexte. Déjà à l'époque, au moment de l'interruption du processus électoral, la proportion que vous dites n'est pas la bonne. Alors maintenant, c'est totalement dépassé. Ensuite, moi je n'ai jamais dit, quand j'ai dit que M. Bouteflika exerce le contrôle sur l'armée, je n'ai jamais dit que l'armée est servile. Les gens qui exercent actuellement des commandements, etc., sont de mon âge, ce sont des gens que j'ai connus, avec qui j'ai évolué, ils ne sont pas serviles, ils sont disciplinés. C'est la raison même de leur existence. Ils sont disciplinés, mais ils ont une conscience. J'ai développé tout à l'heure un certain nombre d'aspects, disons qu'ils sont patriotiques, ils sont, comment dire, ils ont un potentiel intellectuel, ils ont une expérience professionnelle, et ils ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas attirés par les sirènes de la politique. C'est vrai qu'ils ne sont pas attirés. Ils sont à l'écoute de la population, à l'écoute des attentes de la société, mais ils ne sont pas attirés par pour eux, s'il y a un régime, s'il y a un pouvoir démocratique qui fonctionne normalement, qui gère le pays, c'est tant mieux. C'est vraiment un point de vue, une position totalement différente de ce qui existait auparavant. Et je dis qu'il y a un clivage entre l'armée et les services renseignements. À vous de tirer des conclusions. Ensuite, avant de répondre vous devez répondre sur le peloton berbère. Moi, je n'ai aucun complexe. Je suis un métier, je peux vous parler en cabine. Je n'ai aucun complexe sur ce problème-là. Mais je vais vous donner la réponse. Je connais le professeur Issa, Dieu et son âme, j'ai discuté avec lui du projet. M. Bouteflika n'a pas voulu prendre les mesures nécessaires parce qu'il ne voulait pas se mettre à dos une partie de l'armée. Il a laissé faire. Sa responsabilité morale est totalement engagée. Et le professeur Issa a fait ce qu'il devait faire. Voici la réponse que je voulais apporter. En ce qui concerne, je pense que Rémi Desbois à l'époque s'est intéressé à la mauvaise porte, c'est pour ça qu'il a fait cette conclusion.
À l'époque, moi-même, je n'aurais pas fait la réponse que je fais aujourd'hui. Je n'aurais pas fait le commentaire que je fais aujourd'hui. Donc, moi je connais Rémi Desbourg, je l'ai connu. Il a frappé, je vous assure qu'il a frappé à la mauvaise porte. C'est pour ça qu'il est parti sur les conclusions qu'il a faites. En ce qui concerne Boumedienne, moi je ne dis pas que Boumedienne est quelqu'un. Effectivement, il s'est rebellé contre l'autorité d'état-major et Moussa Hassan a été désigné comme chef d'état-major pour remplacer Boumedienne. Et Boumedienne avait fui à l'époque, quand il y avait donc je ne dis pas, c'est clair que Boumedienne s'est rebellé, etc. Mais ensuite, il a appliqué les règles, il a compris la leçon, il a appliqué les règles, il a mis l'armée sous le boisseau. Chaque fois, il disait, c'est, comment dire, c'est le bâton avec lequel je tape la contre-révolution ou la réaction. Mais il n'a jamais, ça je peux le dire, il n'a jamais associé l'armée à la prise de décision politique. À partir du moment où il est devenu président de l'État. Je dirais même que progressivement, il a éloigné les membres du Conseil de la Révolution du centre de pouvoir. C'est pour ça qu'ils lui ont voulu, d'ailleurs. En ce qui concerne, franchement, moi je ne voudrais pas suivre M. Bouteflika dans ses récriminations quand il disait dans ses discours qu'est-ce que c'est que ces militaires, c'était des officiers, moi j'étais officier, etc. Non, les gens qui étaient, la plupart des gens qui étaient à l'état-major, c'était des officiers, c'était pas des sous-officiers. C'est rare les gens qui étaient des officiers. Je peux vous les citer un par un. Ils étaient déjà officiers, soit officiers issus de l'armée française, soit officiers par leur appartenance à l'AFP. Donc, c'est-à-dire, s'il faut faire une analyse scientifique, il faut éviter les jugements de valeur. Bouteflika a dit ça pour gagner la population et il visait 2 ou 3 personnes précisément. Par exemple, si on prend le cas de l'actuel chef d'état-major, c'est vrai qu'il a commencé comme sous-officier. Mais pour le reste, et surtout pour l'époque, quand il y avait les officiers de l'armée française, on peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, ils sont tous sortis officiers quand ils ont déserté, ils avaient du grade d'officier. Ils étaient pas français, quoi. À Saint-Cyr et j'en passe. L'autre, oui, pour un message. Mais je pense sincèrement qu'il y a. C'est curieux. Moi, quand je lis, par exemple, ce qui est écrit aux États-Unis et ce qui est écrit en France, que je lis particulièrement sur l'armée, je suis frappé. En toute honnêteté, les Américains sont plus objectifs. Les Français sont toujours, c'est-à-dire à travers l'AFP, ils peuvent vérifier un compte avec l'Algérie. C'est là qu'il ne faut pas les suivre. Si on veut, c'est-à-dire qu'il faut distinguer entre quand on veut faire de l'agriculture politique, l'activité politique. Tous les coups sont faits. Quand on veut faire une œuvre académique, une analyse vraiment scientifique, il faut prendre des précautions d'usage. Je saisis le micro. Jaloux et comme je suis, je n'ai pas eu de questions, mais bon, je vais essayer d'apporter une réponse. Alors, sur la question qui gouverne, moi je dirais la réponse a été donnée il y a bien plus, un peu plus de 50 ans. C'est le peuple qui gouverne, c'est l'esprit même de la révolution algérienne. La question ne se pose pas aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est qu'est-ce qui empêche le peuple de gouverner. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un système qui s'est construit à travers le temps, de par certaines épreuves. Et aujourd'hui, je rejoins en partie ce que disait M. Moussa. Enfin, l'armée n'a pas le quasi-monopole du pouvoir. En tout cas, moi je parle même pas d'armée, parce que pour moi, l'armée, elle fait en tout cas moins de politique depuis que le général-corps d'armée, Mohamed Armali, n'est plus à cette tête. Et le DRS fait encore de la politique. Ça ne veut pas dire que le DRS est seul maître de l'Algérie, mais par contre, le DRS est celui qui empêche la vie politique, j'ai envie de dire, classique, normale, d'avoir cours. Comme je le disais, c'est pas parce que les gens c'est pas parce que les fonctionnaires ou les individus qui composent le DRS sont mauvais ou bon, c'est pas ça. Mais c'est parce que son fonctionnement n'est pas un fonctionnement démocratique. Le DRS est devenu une institution qui n'est plus au service de la démocratie, n'est plus au service de l'État, un État garant de la cohésion sociale et des libertés du peuple,
mais c'est devenu une entité garante du système lui-même, système qu'on a qualifié de clientéliste, système qui favorise le népotisme, et je dirais la liste est longue. Donc aujourd'hui, la clé de voûte pour la réforme, la clé de voûte, je dirais pour le changement, c'est le repositionnement de tous les services de renseignement, et là je parle aussi des services de renseignement, enfin des renseignements généraux qui dépendent de la DGSA notamment, etc. C'est le repositionnement de tous les services de renseignement pour leurs missions régaliennes, qui sont les leurs, aussi bien dans la Constitution actuelle, mais surtout qui doivent être les leurs depuis le 1er novembre. Le DRS, c'est l'héritier du mal. Le mal, au départ, malgré, je dirais, toutes ces dérives, n'existe et n'existait que pour servir la cause de l'indépendance que je rappelle avait deux buts. L'établissement, en tout cas la réhabilitation même de l'État algérien moderne, démocratique, républicain et social, et la garantie de toutes les libertés individuelles, sans préjuger de la race, comme on disait à cette époque-là. On voulait dire surtout européens et musulmans, c'est-à-dire ce qu'on appelait les pieds noirs, ou par rapport à la confession. Et aujourd'hui, on voit que tout ça n'a aucune existence dans la réalité. On voit qu'il y a des minorités religieuses en Algérie qui sont soumises à des pressions pour faire du populisme, bien souvent. Dire non, il y en a qui font pas de ramadan, on fait tout un plat et les journaux suivent. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la source du pouvoir, c'est la nature du pouvoir, qui, à mon sens, et conformément même à la révolution algérienne, c'est le peuple unique, seul, détenteur de la souveraineté. Il y avait des questions qui m'étaient adressées directement, si je peux répondre, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un m'a posé des questions de clarification sur la notion d'alliance et la crainte des Iraniens, ensuite sur l'éthique, le populisme et le pouvoir. En fait, j'avais commencé mon intervention à dire que chaque fois qu'une nouvelle technologie domine, elle impose des changements importants dans la construction institutionnelle, dans le comportement de la société, de la population et dans les élites du pouvoir. Et nous sommes en train de vivre une nouvelle domination technologique, c'est celle des TIC. J'avais dit les TIC donc présente deux éléments. Un élément d'espoir grâce au progrès scientifique et technologique qui permet de meilleur, mais un élément de désespoir parce qu'il y a cette capacité de contrôler les populations par des moyens de communication tout à fait nouveaux. Et j'avais dit qu'il y avait justement cette crainte de transformer les politiques populistes, c'est-à-dire quoi qu'on a expliqué ce matin, le populisme, c'est-à-dire présenter les choses comme on est en train d'aider le peuple, à part des politiques de pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont en train de manipuler la masse du peuple, mais vont le transformer en pouvoir et donc arriver au pouvoir. C'est ça la question de pour ce qui concerne l'alliance stratégique, j'avais expliqué que de façon tout à fait exceptionnelle, trois facteurs trouvent être réunis pour faire le changement. D'abord, une pression forte de la population pour réclamer le changement, et deux, une alliance stratégique entre les forces de changement, et le troisième, séparer ces nouvelles forces. Si je prends janvier 2011 à Alger, donc il y a eu ce soulèvement qui aurait pu aller vers le changement, mais sauf qu'il n'y avait pas justement d'alliance stratégique contre les forces de changement. Quand j'ai donné l'exemple des pays arabes qui sont passés par cette situation, j'ai dit attention, ils ont maintenant la méthodologie et le paradigme pour faire passer le chef de l'État, mais ils n'ont pas justement le paradigme de gérer le changement. Pour avoir le paradigme de gestion du changement, il faut nécessairement qu'il y ait une alliance stratégique entre toutes les forces qui réclament le changement.